Imaginez découvrir, en une seule journée, que toute votre vie a été construite sur des secrets et des mensonges. Que votre père, celui qui devrait être votre havre de paix, vous a toujours vu comme un outil pour ses propres intérêts, tandis que votre sœur manipulait tout le monde autour d'elle pour être la préférée. Maintenant, imaginez découvrir que votre vrai père est une autre personne, quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré, mais qui a toujours veillé sur vous de loin. C'est seulement le début de mon histoire. Une histoire de trahison et de découverte, d'abandon et de réconciliation. Un voyage plein de rebondissements inattendus et de décisions difficiles, où chaque choix a le pouvoir de tout changer. Suivez-moi alors que je navigue à travers les tourbillons émotionnels et les secrets sombres qui ont été révélés, transformant ma vie de manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Venez avec moi et découvrez comment une femme a trouvé la force de recommencer, même lorsque tout semblait perdu. Dans l'histoire d'aujourd'hui, notre protagoniste fait face au poids de la déception en réalisant que son père l'aime moins que sa sœur. Déterminée à ne pas laisser cette blessure obscurcir son bonheur, elle prend une décision difficile, les exclure de son mariage. Cependant, le destin réserve plus de douleur que ce qu'elle aurait pu imaginer, ajoutant une couche de tristesse à son parcours. À 23 ans, je porte dans mon histoire une enfance marquée par des tragédies et des responsabilités précoces. Mon voyage de douleur et de perte a commencé lorsque, à l'âge de 2 ans, j'ai perdu ma mère lors de l'accouchement de ma sœur. Cette période tumultueuse a été un mélange d'émotions, où le bonheur de l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille s'est mêlé au poids insupportable du secret de la trahison qui impliquait mes parents. Ma mère, enceinte de ma sœur, a découvert que mon père la trompait avec la voisine, un coup qui a transformé le reste de la grossesse en cauchemar. La douleur obscurcissait toute joie qui aurait pu exister à ce moment-là. Elle a affronté les douleurs physiques de l'accouchement tout en portant le fardeau émotionnel de la trahison, un fardeau qui, malheureusement, s'est révélé trop lourd pour son corps. Après le départ prématuré de ma mère, mon père s'est enfoncé dans une spirale d'insensibilité. Sa douleur s'est manifestée différemment de la mienne, se transformant en comportement autodestructeur. Il s'est réfugié dans des relations superficielles, cherchant à fuir la réalité lors de fêtes et de rendez-vous avec différentes femmes. Toutes les nuits, en rentrant chez lui ivre, il me confrontait, exigeant que, même en étant juste une enfant, j'assume les responsabilités domestiques qu'il avait abandonnées. Ainsi, à peine sortie des couches, je me suis retrouvée chargée de m'occuper de ma sœur nouveau-née. Cette responsabilité précoce a façonné ma vision du monde dès mon plus jeune âge, créant en moi un sentiment de protection et d'attachement envers ma sœur qui dépassait les liens familiaux traditionnels. J'ai grandi en croyant qu'elle ne serait pas seulement ma sœur, mais aussi ma meilleure amie. Mais, quand elle a grandi un peu plus, elle est finalement devenue une copie de mon père. Elle est finalement devenue la fille préférée de lui, et j'ai été complètement négligée. Il me donnait des ordres pour que sa fille cadette puisse vivre une bonne vie. J'ai fait de mon mieux pour suivre ses ordres, juste pour attirer son attention. Si j'essayais de justifier mon échec à accomplir les tâches, il disait qu'il ne me parlerait pas à moins que j'agisse comme une bonne fille. Par exemple, une fois, j'avais un examen important le lendemain, mais ma sœur a décidé de donner une fête chez nous. Elle m'a ordonné de tout organiser, mais je n'ai pas pu. Elle s'est plainte auprès de papa, et il m'a forcé à manquer l'examen et à organiser la fête. Le lendemain, il inventait excuse après excuse pour ne pas m'emmener à la crèmerie ou faire une quelconque activité avec moi. Il y a eu une fois où j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires, et il a promis que nous irions pêcher ensemble. Eh bien, il m'a rempli de faux espoirs, et à la fin, m'a laissé tomber une fois de plus. Je n'avais personne d'autre qu'eux. Il interdisait aux parents du côté maternel de nous rendre visite, et sa famille était aussi mauvaise que lui. Je ne veux pas avoir l'air complètement ingrate. Parfois, il m'achetait des vêtements, mais cela venait toujours avec une condition, comme nettoyer et laver la voiture. Cela n'arrivait jamais à ma sœur cadette. Tout cela a commencé quand j'avais environ 4 ans. En grandissant, je travaillais pour mon père et sa fille préférée. Il y avait des moments où je devais manger les restes du dîner parce que la fille préférée de mon père aimait le plat qui avait été préparé. Mon père suggérait simplement que je m'adapte, et les deux ne manquaient jamais de me rappeler que je devais prendre la place de ma mère dans le soin de la maison et d'eux. Ma mère était le soutien de famille, et comme mon père a dû aller travailler après sa mort, il me déversait sa colère sans raison. Je ne savais pas qu'il était un traître à l'époque. Je pensais juste qu'il était triste à cause de maman et que c'était ma responsabilité de le rendre heureux. Je veux dire, allez, je ne veux pas me vanter, mais j'étais bonne en études et j'obtenais toujours de bonnes notes. En revanche,
ma sœur n'a jamais passé d'année sans rattrapage. Elle était toujours occupée avec différents hommes, jour après jour, tout comme mon père. Quand j'étais sur le point d'obtenir mon diplôme, mon professeur a suggéré que je m'inscrive dans un collège qui serait parfait pour mes bonnes notes, bien qu'il soit un peu loin de chez moi. Ma maison, vous voyez, n'était pas un environnement sain, donc je voulais déménager. Bien sûr, mon père n'a pas bien accepté cette idée. Il disait que quelqu'un devait s'occuper d'eux, que je devais rester et aider ma sœur à réussir ses examens, et il m'accusait d'être ingrate. Mais j'étais inflexible et j'en ai parlé à mon professeur dans l'espoir qu'il puisse le convaincre. Finalement, mon père a accepté, mais juste avant mon déménagement, il a déclaré qu'il ne donnerait pas un seul centime à mon fonds universitaire. Il a dit qu'il économisait pour ma sœur, afin qu'elle puisse entrer dans la meilleure université. Au mieux, il couvrirait certaines dépenses pendant les premiers mois, jusqu'à ce que je trouve un emploi dans la nouvelle ville. Ce n'était pas une surprise pour moi. Heureusement, j'y allais avec une bourse d'études. Après avoir déménagé, ma vie s'est améliorée. Je me suis fait des amis, j'ai commencé une relation et j'ai excellé dans mes études. Mon père et ma sœur m'appelaient de temps en temps, mais toutes les conversations se terminaient par des plaintes, me reprochant d'être négligente et égoïste de les avoir laissés derrière moi. J'ai décidé de les voir de moins en moins. Il attribuait toujours cela au fait que j'étais adulte et que je voulais passer plus de temps avec mes amis. Après quelques années, j'ai décroché un emploi dans une grande entreprise en tant que consultante financière. J'ai annoncé la nouvelle, mais mon père n'a montré aucun intérêt, ni même ne m'a félicité. En revanche, ma sœur était jalouse car elle attendait toujours d'être diplômée. Lorsqu'elle a finalement obtenu son diplôme, elle ne m'a même pas invitée, disant que je lui volerais la vedette avec mon grand travail chic, et mon père a soutenu. Environ un mois plus tard, mon père m'a de nouveau appelé pour dire qu'il ne pouvait plus travailler car il était malade. Il a affirmé que, en tant que sa fille, je ne devrais pas le laisser travailler dans cette situation. Comme j'avais un emploi, je devrais être le soutien de famille, tout comme ma mère. J'ai demandé pourquoi ma sœur ne pouvait pas aider avec de l'argent, puisque je ne voyais aucune raison d'être la seule responsable. Il était furieux et a dit que ma sœur était spéciale et encore une enfant. Elle n'est qu'un an plus jeune que moi. Allez, qui a grandi sans l'amour d'une mère, c'était moi, je pensais. Récemment, mon petit ami m'a demandé en mariage et je voulais que mon père me conduise à l'hôtel. J'ai donc décidé de ne pas discuter avec eux et j'ai simplement accepté, à condition que ma sœur me rembourse une bonne partie de l'argent dès qu'elle trouverait un emploi ou quelque chose comme ça. Après avoir commencé à envoyer de l'argent, il a été plus gentil avec moi comparé à avant. Finalement, j'ai décidé de présenter mon fiancé et de les inviter à mon mariage. Un jour, nous sommes sortis dîner chez mon père pour leur annoncer la nouvelle. Tout se passait bien, et mon père était heureux de me conduire à l'hôtel. Ma sœur était également sympa et parlait avec mon fiancé, et tout cela n'était pas normal pour eux. Mais j'étais heureuse de toute façon, car ma sœur n'avait jamais montré aucun intérêt pour ma vie personnelle. Cependant, elle a commencé à me poser des questions sur le mariage et moi, innocente, partageais toutes les informations avec elle. Lorsqu'elle a demandé qui serait ma demoiselle d'honneur et que j'ai mentionné le nom d'une de mes amies, tout s'est effondré. Elle a commencé à pleurer et à courir vers mon père, disant « papa, elle est méchante à nouveau ». Mon père m'a regardé avec colère, comme si j'étais coupable de faire pleurer sa petite fille. Elle a demandé comment j'avais pu lui faire ça, ce que les gens diraient s'ils découvraient que ma sœur n'était qu'une invitée à mon mariage. J'ai essayé d'expliquer qu'elle ne me connaissait même pas assez pour être ma demoiselle d'honneur, mais la discussion a continué toute la nuit. À la fin, je suis sortie de chez eux, disant que j'avais besoin de temps pour réfléchir à tout cela. C'était un moment douloureux et confus. Mon fiancé a dit qu'il semblait qu'ils essayaient d'être gentils avec moi et a suggéré que, si je les voulais dans ma vie, je devrais peut-être leur donner une chance. Il avait raison. Ils étaient ma seule famille et ce serait mieux de les avoir à mes côtés à mon mariage. Alors, j'ai appelé mon père et lui ai dit que ma sœur pourrait également être la demoiselle d'honneur. J'ai parlé à mon amie, qui devait être la demoiselle d'honneur à l'origine, et j'ai expliqué toute la situation. À la fin de la journée, elle a accepté et m'a assuré qu'elle serait toujours là pour moi, quoi qu'il arrive. Mais la jalousie de ma sœur a franchi toutes les limites. Lorsque nous avons été invités à dîner quelques jours plus tard, elle est arrivée avec un homme à ses côtés et a annoncé qu'ils étaient fiancés. Mon père débordait de bonheur toute la soirée alors qu'elle exhibait sa bague comme un trophée. On aurait dit qu'il se moquait de notre présence, comme si moi et mon fiancé étions invisibles.
Ce fut une soirée douloureuse et inconfortable, où l'amour familial semblait s'être perdu au milieu de l'égoïsme et de la compétition. Je n'ai été remarquée que lorsque mon fiancé et le sien sont partis et que je suis restée la seule avec eux. C'était comme une scène du passé, mais tout était devenu étouffant. Mon père, du jour au lendemain, a changé de ton. Combien dépenseras-tu pour le mariage de ta sœur? C'était comme s'il ignorait complètement ma situation financière et le fait que ma sœur cadette avait déjà utilisé l'argent de l'université. J'ai arrêté tout. Pourquoi paierais-je pour son mariage? Ai-je demandé. J'ai expliqué que je finançais déjà mon propre mariage et que je ne pouvais pas simplement financer le sien aussi. J'ai suggéré un mariage plus simple à la mairie, mais cela n'a fait qu'aggraver la situation. Elle a commencé à pleurer, disant à quel point c'était injuste que j'aie un mariage somptueux, tandis qu'elle devrait se contenter de quelque chose de plus petit. La discussion a viré à l'implorement et ma sœur tenait mon poignet, implorant un geste de soutien. J'ai toujours voulu le meilleur pour toi, sœur. Ne veux-tu pas la même chose pour moi? Demanda-t-elle. Ce fut un moment difficile, où les émotions se mêlaient aux ressentiments anciens et à la difficulté de gérer des attentes non satisfaites. J'ai fini par accepter à contre-séance d'aider, sans imaginer ce qui allait se passer. Mon travail paie bien, mais cela ne signifie pas que je puisse financer un autre mariage. Mon fiancé a également investi dans notre mariage. Pendant un certain temps, tout allait bien. Mon père et ma sœur ont commencé à m'appeler plus souvent pour discuter des détails. Le jour où j'ai choisi ma robe de mariée, mon père et ma sœur étaient à mes côtés. J'étais radieuse d'avoir trouvé une robe qui me correspondait si bien. Mais lors d'un dîner, mon père a laissé échapper qu'il ne me mènerait pas à l'hôtel lors de mon mariage. La raison? Ma sœur pensait que cela rendrait son mariage moins spécial et plus banal. C'était comme si le monde s'effondrait autour de moi. J'avais tellement donné pour eux au fil des ans et j'avais cru qu'ils avaient changé, mais j'avais complètement tort. Il restait un groupe de personnes égoïstes et intéressées, qui ne méritaient l'aide de personne. Dès que j'ai entendu ces mots, je n'ai plus voulu qu'ils s'immiscent dans ma vie. Je me suis levée de table et je suis partie. Le lendemain, j'ai pris une décision difficile, les exclure complètement de mon mariage. J'ai dit que ma sœur ne serait plus ma demoiselle d'honneur et que je ne paierais plus rien pour son mariage. Elle a dû tout annuler. J'ai renoncé à essayer de construire une relation avec mon père. Il me fait sentir comme si je n'étais qu'une servante, vivant pour les satisfaire et les servir. Je me suis tellement investie, cherchant leur amour, mais tout était réservé à ma sœur. Maintenant, je vois à quel point j'étais dans l'erreur en recherchant leur affection. J'aurais dû agir plus tôt, au lieu d'attendre quelque chose qui n'arriverait jamais. J'ai tout raconté à mes beaux-parents et à mon fiancé, et ils m'ont écouté avec patience. Dans un moment de vulnérabilité, je me suis effondrée devant eux. Je pensais que mon père serait celui qui me mènerait à l'hôtel. Cependant, mon beau-père m'a surpris en m'étreignant et en me disant qu'il était désormais mon père et qu'il marcherait à mes côtés dans les allées. Ce geste m'a profondément émue, trop émouvant pour le décrire. Ma belle-mère m'a également serré dans ses bras et m'a calmée, me disant de ne pas m'inquiéter. Elle m'a assuré qu'il n'y aurait pas de manque de soutien familial à notre mariage, car maintenant ils étaient ma famille, libres de toute toxicité. En revanche, mon père et ma sœur ont réagi avec fureur lorsqu'ils ont appris cela. Ils ont commencé à rencontrer des difficultés financières, car je ne les aidais plus. Par conséquent, ils ne pouvaient plus payer le loyer et devaient quitter la maison où ils vivaient. Pendant le mois où ils se sont retrouvés sans logement, ils ont essayé de me contacter chez moi, mais mon fiancé a refusé à chaque fois. Désespérés, ils sont venus à mon bureau, essayant de créer un scandale pour m'humilier. Heureusement, un agent de sécurité les a expulsés avant que la situation ne devienne encore pire. Cependant, ils n'ont pas abandonné et ont fini par perturber mon mariage. Ma sœur est arrivée portant une robe de mariée, clairement dans l'intention de provoquer des troubles. Juste au moment où j'étais sur le point de lire mes vœux, ils ont crié objection, objection, et ont commencé à me critiquer et à m'accuser d'irresponsabilité. C'était un moment terrible, où leur tentative de gâcher mon jour spécial montrait à quel point leur toxicité persistait encore. Ils pensaient que me faire du mal à mon mariage réglerait tout. Mais ils ne savaient pas que mes beaux-parents connaissaient très bien leur véritable caractère. Lorsqu'ils n'ont pas réussi à susciter de réaction chez les invités, ils sont venus vers moi, voulant me frapper et m'insulter, disant que c'était ce que je méritais pour ne pas céder à leurs caprices. Mon fiancé, fatigué de tout cela,
a retenu la main de mon père par derrière, l'empêchant de me blesser. Pendant ce temps, ma sœur a tenté désespérément d'amener son fiancé à se marier là, sur le champ, à la place de moi. La défaite dans ce plan l'a encore plus rendue furieuse. Dans un moment d'irrationalité, elle a attrapé une chaise dans le couloir et l'a lancée violemment, manquant de peu une personne. Le chaos qui a suivi a immédiatement attiré l'attention des autorités et la police a été appelée pour maîtriser la situation, les emmenant au poste. Après cet épisode, mon mariage s'est enfin déroulé en paix, sans plus d'interruption. Ce fut un soulagement de pouvoir célébrer ce moment spécial, sans la présence de la négativité qu'il apportait avec eux. Après toute cette turbulence, quelque chose d'incroyable s'est produit. L'un des oncles de mon fiancé, qui travaille comme organisateur de mariage, a eu un mariage annulé à la dernière minute dans l'un de ces lieux. Il s'est immédiatement proposé de terminer notre cérémonie là-bas. Ce fut un mariage sur la plage, si magnifique, dépassant toutes nos attentes. Chaque détail s'est parfaitement aligné et le sentiment d'être entouré de personnes qui se soucient vraiment de moi était tout simplement merveilleux. Après le mariage, nous sommes partis pour notre lune de miel à Hawaï. La lune de miel à Hawaï était tout simplement spectaculaire et inoubliable. Des plages de sable blanc et des eaux cristallines aux majestueuses montagnes verdoyantes, chaque moment était rempli de beauté et de charme. Les couchers de soleil peignaient le ciel de couleurs vibrantes, créant un cadre romantique et magique. Explorer les luxuriantes forêts tropicales, plonger dans des piscines naturelles et savourer la délicieuse cuisine locale étaient des expériences qui nous remplissaient de joie et d'admiration pour la nature. Chaque jour était une nouvelle aventure, et le lien profond que nous partagions en tant que jeunes mariés rendait notre lune de miel encore plus spéciale et significative. C'était une expérience qui restera gravée dans nos cœurs pour toujours. Depuis que ma sœur et mon père ont été arrêtés, l'incertitude et l'inquiétude ont été mes compagnons constants. Je croyais fermement que leur temps en prison serait de courte durée, que le poids de leurs actes ne suffirait pas à les maintenir derrière les barreaux très longtemps. Puis vint le jour de la libération. Mais cette liberté a apporté une nouvelle vague d'inquiétude. Leur première étape a été chez le fiancé de ma sœur, où ils ont été accueillis avec rejet et répulsion. La scène honteuse qu'ils avaient causée à mon mariage n'était pas passée inaperçue, et même son fiancé a décidé de rompre tous les liens restants. Cependant, leur détermination n'a pas diminué. Ils ont ensuite décidé de monter jusqu'à chez moi, cherchant un moyen de se connecter avec moi, malgré toutes les adversités. La femme de ménage, innocente des circonstances, leur a permis d'entrer, pensant qu'ils étaient là pour me voir. Moi, complètement prise au dépourvu, étais dehors, sans imaginer le bouleversement qui m'attendait à ma porte. Ce fut un moment de confrontation inévitable avec une réalité que je préférais ne pas affronter, mais qui était désormais devant moi, exigeant une réponse, une décision qui aurait des conséquences profondes. Quand je suis rentrée, je les ai trouvés déjà installés chez moi, comme s'ils étaient les propriétaires des lieux. J'ai réalisé qu'ils choisissaient les chambres comme si elles leur appartenaient. Comme j'ai voulu dissiper cette scène surréaliste. Je les ai interrogés avec colère sur ce qu'ils faisaient là, ordonnant qu'ils partent immédiatement. Pendant ce temps, je ne pouvais pas contenir mon angoisse, envoyant des messages urgents à mon mari pour qu'il rentre à la maison dès que possible. Je savais que je ne pourrais pas le gérer seul. Mon père, dans sa justification, me blâmait pour son emprisonnement et le manque de domicile, disant que c'était mon devoir de fille de m'occuper d'eux. Ma sœur tentait encore une fois de calmer la situation avec des paroles douces, demandant à rester un peu plus longtemps. Mais je ne pouvais pas accepter cela passivement. Mon père, répétant que j'étais sa fille, a déclenché en moi une explosion d'émotions refoulées. Je l'ai confronté, exigeant une raison valable de leur accorder le moindre considération, alors qu'il n'avait jamais été un père présent dans toute ma vie. Il ne s'était jamais assez soucié de garantir mon bien-être. C'était toujours ma sœur, cette même sœur qui occupait la place de choix dans son affection. Alors, sans réserve, je l'ai confronté à la trahison que j'ai découverte dans les journaux de ma mère, son infidélité au travail et la décision de trahir non seulement ma mère, mais toute la famille. Malgré tout cela, je portais encore dans ma poitrine le désir d'être aimé par lui, un besoin qui semblait de plus en plus lointain au milieu du chaos qui régnait dans ma vie. Chaque fois qu'il m'abandonnait ou me manipulait pour favoriser sa fille préférée, je me sentais comme une esclave. Je lui ai dit que l'affection que je désirais de lui était trouvée chez mon beau-père et que, honnêtement, je n'avais plus besoin de lui. Je doute qu'il sache quoi que ce soit sur moi, car il n'était qu'une personne rendant ma vie misérable. Il n'a jamais su pour mes réalisations académiques, il n'a jamais été là pour moi. Tout cela était réservé à ma sœur,
qui n'a même pas fait d'études universitaires. Il ne s'est pas soucié ou n'a pas essayé d'être présent pour moi, même s'il osait m'appeler sa fille quand il n'avait jamais rempli ses devoirs de père. Je pense que je n'ai plus d'obligation de fille envers lui. Il m'a demandé si c'était l'image que j'avais de lui toute ma vie. Il a demandé où j'étais quand il avait besoin d'aide. Il est resté silencieux lorsque j'ai mentionné qu'il ne venait à moi que quand il avait besoin d'argent ou de faveur. Je lui ai dit que le passé est la raison pour laquelle je sais qu'il a été une mauvaise personne toutes ces années. S'il m'a appris quelque chose, c'est qu'il est un mauvais père et quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance. J'ai commis la plus grande erreur de ma vie en croyant qu'il changerait en l'aidant avec de l'argent et tout ce dont il avait besoin, mais c'est fini. Mon fiancé est apparu à ce moment crucial et resté à mes côtés. J'ai expliqué à mon père qu'il avait économisé de l'argent pour les études de ma sœur cadette, mais qu'elle n'avait jamais fréquenté l'université. Elle avait utilisé l'argent pour d'autres choses. Je lui ai dit que je ne voulais plus les voir ici, que je ne tolérerais aucun comportement inapproprié et j'ai menacé d'appeler la police s'ils ne partaient pas. Ils sont enfin partis. J'espère que ce sera la dernière fois que je les vois, car je ne veux plus avoir affaire à cette situation. J'ai passé des années dans ce voyage et j'ai échoué. Mais maintenant, j'ai hâte de vivre ma vie avec mon fiancé, en laissant le passé derrière moi. 2 ans se sont écoulés depuis que nous nous sommes séparés lors de cette dernière dispute. J'ai eu des nouvelles par l'intermédiaire de quelques amis communs de l'école. Étonnamment, l'un d'eux travaille même avec moi au bureau. Grâce à ces connexions, j'ai découvert qu'ils vivent sur le bateau que ma sœur a acheté avec l'argent destiné à ses études universitaires. C'est un petit bateau inconfortable, mais ma sœur refuse de le vendre. Pendant ce temps, mon père cherche du travail, ce qui reflète la situation difficile dans laquelle il se trouve. Les disputes entre mon père et ma sœur sont constantes et les affronter est un véritable défi, car il semble qu'il ne puisse jamais trouver de trêve. La situation est d'autant plus difficile pour mon père en raison de son passé criminel antérieur, qui rend sa recherche d'emploi difficile. Autrefois, il travaillait pour une entreprise de gestion d'événements, mais son casier judiciaire est devenu un obstacle majeur, surtout après un événement raté qui a terni sa réputation. Pendant ce temps, ma sœur ne montre aucun intérêt pour trouver un moyen de subsistance. Elle ne suit tout simplement pas les ordres et les exigences, sans se soucier de contribuer financièrement. Quand mon père essaie de l'encourager à chercher du travail, elle le réprimande, arguant que le bateau lui appartient et le menaçant de l'expulser s'il ne répond pas à ses attentes. En outre, je n'ai pas reçu d'appel de mon père, ce qui ne m'inquiète pas. Pendant ce temps, ma sœur, pleine de colère, cherche des moyens de me déranger. Elle a essayé de m'appeler à partir de plusieurs numéros différents et, lorsque je l'ai bloquée sur tous, elle a eu recours aux appels en ligne pour continuer à me perturber. Compte tenu de la gravité de la situation, j'envisage de demander une ordonnance restrictive pour garantir ma paix et ma sécurité physique. Malheureusement, ils ont tout fait pour retourner les membres de ma famille contre moi, avec leurs innombrables mensonges cruels, faisant passer mon père pour une victime et me transformant en monstre aux yeux de tous. Leurs appels incessants et leurs messages sur les réseaux sociaux étaient comme une torture constante, une tentative de me déstabiliser émotionnellement. Et quand même ma grand-mère, que je ne connaissais à peine, est apparue de nulle part pour me faire honte, j'ai réalisé qu'il était temps de partager toute cette vérité avec ma famille et celle de mon mari. Heureusement, ils ont compris et m'ont soutenu inconditionnellement, et maintenant enfin ces tourments ont cessé. Je suis pleine d'espoir pour un changement positif à partir de maintenant. Surtout, laissez-moi partager la bonne nouvelle, je suis enceinte. Je suis incroyablement excitée par cette nouvelle phase de ma vie et ma belle-mère ainsi que mon beau-père étaient ravis, offrant de rester à nos côtés tout au long de la grossesse pour nous aider. C'est réconfortant de savoir que j'ai ce soutien, surtout compte tenu de tout ce que j'ai affronté avec ma famille. Leur présence a été un véritable réconfort et mon mari est également totalement à mes côtés, veillant à ce que rien de mal ne nous arrive pendant cette période si spéciale. D'autre part, j'ai découvert que mon père essayait de rentrer en contact avec moi. Je n'ai aucune idée de ce qu'il peut vouloir maintenant, car il ne m'a jamais donné son nouveau numéro de contact. Je soupçonne qu'il ait entendu parler de ma grossesse et qu'il veuille peut-être renouer. Cependant, jusqu'à présent, je n'ai eu aucune nouvelle de lui. Un collègue de travail m'a dit qu'il était très bouleversé de ne pas avoir réussi à entrer en contact avec moi. Il a également essayé de contacter ma collègue, mais elle a respecté ma vie privée et n'a pas partagé mes informations. En outre, j'ai entendu dire que ma sœur l'avait expulsé du bateau où il vivait quand elle a trouvé un nouveau partenaire. Maintenant, mon père travaille dans un emploi temporaire et vit dans un petit appartement partagé.
C'est un retournement de situation étonnant pour notre famille, mais je suis concentrée sur ma grossesse et sur le soutien affectueux que j'ai autour de moi. Il souligne le fait qu'il ne verra pas son premier petit enfant, et cela le rend très triste. Il pleure souvent quand il voit un de mes collègues de travail ou même mon mari en public. Certains d'entre vous pourraient penser que je suis dure à ce sujet, mais je crois fermement que c'est le moins qu'il mérite. Les bases de cette situation ont été établies quand j'étais jeune, quand il a fait en sorte qu'une de ses filles devienne une esclave. Maintenant, je suis dans un endroit heureux de ma vie et je ne permettrai pas aux forces négatives de m'affecter. Après tous les rebondissements et les défis, j'en suis arrivée à une conclusion précieuse. En affrontant les adversités familiales, j'ai appris l'importance d'établir des limites saines et de continuer à avancer, en priorisant ma paix et mon bien-être. Maintenant, en regardant en arrière, je vois que chaque défi a été une occasion de croissance et de renforcement. Je remercie pour le soutien et les leçons apprises tout au long de ce voyage et j'ai hâte de continuer avec gratitude, courage et joie, en créant un avenir plein d'amour, de bonheur et de réalisation. Je ne me sens pas coupable de la situation actuelle de mon père et je n'ai pas l'intention de lui donner une seconde chance, car je crois qu'il essaie de se rapprocher pour des motifs égoïstes, surtout maintenant que ma sœur l'a abandonné et qu'il a à nouveau besoin d'aide. Ma décision de couper définitivement les liens avec mon père et ma sœur m'a apporté une sensation de liberté que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'ai senti un poids quitter mes épaules, me permettant de me concentrer sur la nouvelle phase de ma vie, la maternité. Mon mari et moi étions excités à l'idée de l'arrivée de notre bébé, et les préparatifs pour accueillir notre enfant ont été une source constante de joie et d'union. Un jour, alors que j'organisais la chambre du bébé, j'ai trouvé une boîte de vieilles lettres que ma mère avait conservées. Curieuse, j'ai commencé à lire les lettres, qui révélaient un aspect de ma mère que j'ignorais. Elle écrivait sur ses rêves, ses peurs, et surtout, sur son amour pour nous, ses filles. Il y avait une lettre spécifique qui a attiré mon attention, datée peu de temps avant sa mort. Dans cette lettre, ma mère parlait d'un secret qui pourrait tout changer. J'ai décidé d'enquêter sur ce secret. Ma mère mentionnait un avocat, Monsieur Almeida, qui pourrait peut-être m'aider à comprendre ce qu'elle avait caché. Je l'ai contacté et j'ai fixé un rendez-vous. Monsieur Almeida était un homme âgé, mais toujours très lucide. Il m'a accueilli avec un sourire chaleureux, et après avoir entendu mon histoire, a accepté de m'aider. Et il y a quelque chose que vous devez savoir sur votre famille, dit-il, ouvrant un tiroir et sortant une enveloppe scellée. Votre mère m'a laissé ceci, au cas où quelque chose lui arriverait. Les mains tremblantes, j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une lettre et quelques documents légaux. La lettre expliquait que ma mère avait découvert que je n'étais pas la fille biologique de l'homme que nous appelions père. Ma véritable paternité était liée à un homme qu'elle avait profondément aimé avant de se marier. Elle ne l'avait jamais révélé à personne, craignant les conséquences pour moi et ma sœur. Les documents comprenaient une lettre d'un homme nommé Joachim, qui semblait être mon vrai père. Il exprimait des regrets de ne jamais avoir été présent dans ma vie, mais expliquait qu'il avait été empêché de le faire par des circonstances qui étaient hors de son contrôle. Selon lui, il avait laissé un fonds fiduciaire pour moi, que ma mère avait gardé secrètement. La révélation m'a laissé étourdie. Non seulement j'avais un père biologique différent, mais il y avait aussi un fonds qui pourrait assurer la sécurité financière de mon futur enfant. J'avais besoin de digérer tout cela. Je suis rentrée chez moi dans un tourbillon d'émotions, essayant encore de comprendre les implications de tout ce que j'avais découvert. J'ai partagé la nouvelle avec mon mari, qui m'a soutenue inconditionnellement. Nous avons décidé que, quelque soit notre passé, notre priorité était notre avenir et le bien-être de notre enfant. Cependant, je ne pouvais m'empêcher de penser à l'homme que je croyais être mon père. Malgré tout, il avait été une présence constante, même négative, dans ma vie. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un message inattendu d'un numéro inconnu. C'était de Joachim, mon père biologique. Il était en ville et voulait me rencontrer. Hésitante, mais curieuse, j'ai accepté de le rencontrer dans un café discret. Quand je suis arrivée, j'ai vu un homme d'âge moyen, avec des yeux reflétant un mélange d'anxiété et d'espoir. « Et bonjour, dit-il, se levant pour me saluer. « Et vous devez être Anna. »« Eh oui, ai-je répondu, essayant de cacher ma tension. « Et vous devez être Joachim. » La conversation a commencé tendue, mais j'ai rapidement réalisé que Joachim était un homme authentique, qui avait beaucoup souffert de son absence dans ma vie.
Il a expliqué comment ma mère et lui avaient été séparés par des circonstances indépendantes de leur volonté, et comment il avait toujours espéré avoir la chance de me rencontrer. Je comprends si vous ne voulez rien avoir à faire avec moi, et, dit-il, visiblement ému. Mais je devais essayer. Vous devez savoir que j'ai toujours pensé à vous. Les retrouvailles avec Joachim ont ajouté un nouveau niveau de complexité à ma vie. J'ai décidé de donner une chance à la relation avec lui, mais avec prudence. Pendant ce temps, j'ai commencé à explorer le fonds fiduciaire qu'il avait laissé pour moi. L'argent serait d'une grande aide, surtout avec l'arrivée du bébé. Des mois ont passé, et ma grossesse se déroulait bien. Joachim est devenu un soutien, offrant un soutien et une affection sincère. Ma belle-mère et mon beau-père étaient également toujours présents, et pour la première fois, j'ai senti que j'avais une famille complète et fonctionnelle. Puis, l'inattendu est arrivé. Un jour, j'ai reçu un appel d'un hôpital. Mon père, l'homme qui m'avait élevé, avait fait une crise cardiaque. J'ai décidé de lui rendre visite, en dépit de tout. Le retrouver là, vulnérable et affaibli, a touché quelque chose en moi. « Et pourquoi es-tu venu ?» Et, demanda-t-il, d'une voix faible. « Et parce que, malgré tout, vous faites encore partie de mon histoire, ai-je répondu. Et je devais mettre fin à cela d'une manière ou d'une autre. Il a commencé à pleurer, quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. J'ai beaucoup fait d'erreurs, Anna. Et je sais qu'il est trop tard pour demander pardon. Mais je devais dire que, malgré tout, j'ai toujours voulu ton bien. Je suis sortie de l'hôpital avec un sentiment de clôture. Je ne pouvais pas oublier les années de douleur, mais je pouvais laisser derrière moi l'amertume. Il était temps de me concentrer sur mon avenir. Avec la naissance de mon fils, une nouvelle ère a commencé. Joachim était à mes côtés, tout comme mon mari et sa famille. Mon père, après s'être remis, a essayé d'établir une relation, mais cette fois-ci, selon mes conditions. Ma sœur, cependant, restait distante, vivant sa propre vie, sans vouloir faire partie de la mienne. Un jour, j'ai reçu une lettre de ma sœur. Elle était enceinte et voulait se réconcilier. Les mots étaient sincères, empreints de regret et d'espoir pour un nouveau départ. J'ai décidé de lui donner une chance, mais avec prudence, en établissant des limites claires. Les mois suivants ont été consacrés à la reconstruction. Ma sœur et moi avons commencé à nous voir régulièrement, essayant de reconstruire ce que nous avions perdu. Mon père, désormais plus humble, participait également, essayant de se racheter petit à petit. J'ai découvert que la véritable force résidait dans le pardon et dans le fait d'avancer. Mon histoire de douleur et de trahison s'est transformée en une histoire de rédemption et de nouveau départ. Maintenant, avec ma famille à mes côtés, j'étais prête à affronter tous les défis que l'avenir pourrait apporter, avec courage et gratitude. La naissance de mon fils a porté une nouvelle lumière dans nos vies. Entourée d'amour et de soutien, j'ai enfin trouvé la paix et le bonheur que j'ai toujours recherchés. Le passé était derrière moi, et l'avenir brillait de promesses de jours meilleurs, remplis d'amour, de croissance et de joie. Peu à peu, j'ai réussi à retrouver la paix que j'ai tant cherchée. Mon père et ma sœur ont continué leur vie, faisant face aux conséquences de leurs actions. Je ne les ai pas vus depuis des années, et leur absence m'a apporté une sérénité que je n'aurais jamais pensé possible. Ma vie avec mon mari et notre enfant est un témoignage que l'amour vrai et le soutien inconditionnel peuvent surmonter toutes les adversités. Cette histoire nous enseigne plusieurs leçons précieuses. Premièrement, l'importance d'établir des limites saines. Aussi difficile que cela puisse être, parfois nous devons couper les liens toxiques pour protéger notre bien-être. Mon père et ma sœur ont essayé de manipuler et de contrôler ma vie pendant des années, mais quand j'ai finalement dit non et que j'ai maintenu ma position, j'ai commencé à guérir et à construire une vie meilleure. Deuxièmement, l'histoire souligne l'importance de s'entourer de personnes qui se soucient vraiment de nous. Mes beaux-parents m'ont accueilli à bras ouverts, offrant l'amour et le soutien que j'ai toujours souhaité. Ils m'ont montré que la famille ne doit pas être définie par des liens de sang, mais par l'amour et l'acceptation mutuelle. Troisièmement, nous apprenons que le passé ne définit pas notre avenir. Malgré toutes les difficultés et les traumatismes que j'ai affrontés, j'ai réussi à construire une vie pleine de bonheur et d'accomplissement. Le chemin n'a pas été facile, mais chaque défi m'a rendu plus fort et plus résilient. Enfin, cette histoire est un puissant rappel que nous devons nous valoriser et nous respecter. J'ai passé des années à chercher l'amour et l'approbation de mon père,
mais quand j'ai enfin reconnu ma valeur et établi mes limites, ma vie a commencé à changer pour le mieux. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne Histoire de la vie. Partagez vos réflexions dans les commentaires et dites-nous comment cette histoire a résonné en vous. Nous sommes impatients de connaître vos expériences et vos réflexions. Maintenant, je veux partager quelque chose d'encore plus profond avec vous. Si cette histoire a touché votre cœur et que vous cherchez quelque chose de plus grand, permettez-moi de vous parler de l'immense amour de Dieu, tel que décrit dans l'Évangile de Jean 3h16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset est l'un des plus connus et aimés de la Bible, et pour une bonne raison. Il encapsulait l'essence de l'Évangile et la magnitude de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Découvrons cela ensemble. Dieu a tant aimé le monde. Cela signifie que son amour ne connaît pas de limite. Ce n'est pas seulement un amour pour les bons, les justes ou ceux qui vivent selon certains critères. C'est un amour pour tous, indépendamment de nos défauts, erreurs ou imperfections. Dieu nous aime tels que nous sommes, avec toutes nos faiblesses et tous nos défauts. Il a donné son Fils unique. C'est une démonstration d'amour et de sacrifice incomparable. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a quitté la gloire du ciel, est venu sur terre, a vécu parmi nous et s'est donné pour mourir sur la croix pour nos péchés. Il l'a fait pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu, pour que nous puissions expérimenter l'amour et la vie éternelle qu'il offre. Afin que quiconque croit en lui. C'est une promesse ouverte à tous. Peu importe qui vous êtes ou ce que vous avez fait, si vous croyez en Jésus-Christ et l'acceptez comme votre Sauveur, cette promesse est pour vous. Il n'est pas nécessaire de remplir une liste de conditions ou d'atteindre un standard de perfection impossible. Il suffit de croire. Ne périsse pas, mais aie la vie éternelle. Voici la récompense de l'amour de Dieu, la vie éternelle. Une vie qui commence ici et maintenant, pleine de but et de sens, et qui continue pour toujours en présence de Dieu. C'est une vie libre de peur, de culpabilité et de honte, car Jésus a déjà payé le prix pour nous. Si vous n'avez pas encore pris cette décision, je vous encourage à envisager d'accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Il est là, les bras ouverts, prêt à vous accueillir et à transformer votre vie. Tout ce que vous avez à faire est d'ouvrir votre cœur et de l'inviter à entrer. Faites une simple prière, disant quelque chose comme ceci. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Je t'accepte comme mon Sauveur et Seigneur. S'il te plaît, entre dans ma vie, transforme mon cœur et guide-moi dans tes voies. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que vous faites désormais partie de la famille de Dieu. Cherchez une église où vous pourrez grandir dans la foi, en apprendre davantage sur la Bible et partager votre nouvelle vie avec d'autres chrétiens. Nous sommes là pour vous soutenir dans ce voyage. Laissez un commentaire ou contactez-nous si vous avez besoin d'aide ou de conseils. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne Histoire de la vie pour plus d'histoires inspirantes et de réconfort spirituel. Rappelez-vous, peu importe à quel point la vie peut être difficile, Dieu est avec vous, et son amour est éternel. Marchons ensemble, apprenant et grandissant dans la foi, découvrant les merveilles que Dieu a préparées pour chacun de nous. Que Dieu vous bénisse abondamment.